Bonsoir et merci d'être à la nôtre ce soir. L'Odyssée de la démocratie, question nationale, question internationale. Comme chaque mercredi soir, nous sommes chez vous avec des invités spéciaux pour aborder des questions qui touchent notre vécu quotidien. Depuis le 20 janvier 2002, la République du Congo est régie par une loi fondamentale, la Constitution du 20 janvier 2002. 11 ans après son application, il y a beaucoup d'interprétations qui sont faites. Et ce soir, par hasard, nous avons la chance d'avoir un juriste qui a écrit sur notre Constitution. Il s'agit de Vivien Romain Manangou. Il est enseignant à l'Université de La Rochelle en France. Il a publié la Constitution congolaise du 20 janvier, de l'anarchie à la démocratie inachevée. Un titre très provocateur, mais vous le saurez tout à l'heure. Monsieur Manangou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibarra. Et merci d'être venu sur ce plateau de l'Odyssée de la démocratie. Comment vous pouvez intituler un ouvrage, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, de l'anarchie à la démocratie inachevée? Déjà pour susciter des réactions comme la vôtre, c'est-à-dire accrocher le lecteur, la personne soucieuse de connaître la chose constitutionnelle au Congo. Nous avons vécu des années difficiles au Congo. Vous êtes sans ignorer que les années 90 sont les années les plus sombres de notre histoire. 97, c'est la guerre civile, comme vous le savez. Puis l'espoir, une forme d'espoir est née en 2002 avec l'adoption d'un nouveau test fondamental. L'anarchie, c'est un état de choses dans lequel il n'existe pas véritablement d'ordre constitutionnel. Et c'est ce qui explique que la première partie de l'ouvrage porte sur l'anarchie, c'est-à-dire la période qui a régi la fin de la guerre civile de 97. Puis la démocratie inachevée, c'est ce cheminement entre la fin des hostilités, le retour à la paix, et la volonté de mettre en place un nouveau régime constitutionnel avec l'adoption de cette constitution en janvier 2002. Et elle est inachevée parce que, évidemment, toute œuvre humaine est forcément à Parce parfaire. que vous doutez de la démocratie congolaise, entre guillemets, c'est ça? Parce que je considère que la démocratie, c'est un idéal, c'est un horizon. Donc, c'est jamais parfait. Il faut travailler à l'améliorer. Il y a beaucoup d'insuffisances, même en France, même aux États-Unis, où la démocratie constitutionnelle existe depuis 3 siècles. Vous avez écrit sur la Constitution. Pourquoi? Est-ce parce que vous êtes d'abord congolais ou parce que le droit vous passionne? Les deux. Je suis congolais, évidemment, et je suis un passionné du Congo, bien avant d'être passionné du droit. Je suis passionné du Congo et de ce qui peut se faire dans le Congo. Il y a une difficulté que tout chercheur congolais rencontre, c'est l'absence de réels supports doctrinaux concernant la chose publique congolaise. Oui. On a quelques... Vous êtes vous-même vous avez vous-même été juriste dans un passé pas très lointain, donc vous savez très bien qu'il y a beaucoup de difficultés pour les jeunes étudiants, des jeunes chercheurs, à avoir à la possession facilement des supports doctrinaux concernant notre chose constitutionnelle. Et puis, il est essentiel que l'on contribue à faire connaître ce qui se fait au Congo. La Constitution congolaise de 2002 a une spécificité, elle est assez originale. Comment? Elle est originale parce qu'elle inaugure une forme de régime qui, au fond, est un régime sui generis, c'est-à-dire qui n'a véritablement jamais existé. Les contours de ce régime sont iconoclastes. On ne peut pas dire du régime. Quand j'ai essayé de lire votre ouvrage, j'ai senti une comparaison avec le régime béninois. Oui. Et pourquoi la comparaison avec le régime béninois, alors que de l'autre côté, vous vous vantez du fait que c'est parmi les textes fondamentaux qui se démarquent un peu de la Constitution française de 58. Oui, bien sûr. Alors, le Bénin était un pionnier en Afrique. Le Bénin, c'est les conférences nationales, c'est béninois. Et puis, c'est la Constitution béninoise de décembre 90. Cette Constitution inaugure ce qu'on appelait à l'époque un régime présidentiel authentique, avec un chef de l'État élu au suffrage universel, qui dispose d'un certain nombre de pouvoirs, de nombreuses compétences, et puis une forme d'authenticité par rapport aux libertés publiques et aux libertés typiquement africaines, avec l'intégration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Et en réalité, le Congo a, d'une certaine manière, copié un peu nos amis béninois, nos frères béninois, en instaurant un régime à peu près similaire, c'est-à-dire où il y a un régime présidentiel et puis une survivance des mécanismes du régime parlementaire. C'est par exemple l'existence des ordonnances.
qui n'existe pas dans le régime présidentiel et qui existe dans le régime parlementaire. Alors qu'au Congo, les ordonnances existent, tout comme dans le régime béninois. Mais au-delà de ça, il y a une volonté de se démarquer du régime français, mais il y a aussi des éléments d'un présidentialisme que moi je qualifie de présidentialisme paternaliste. C'est-à-dire que le chef de l'État va bien au-delà de ce que lui confère la puissance constitutionnelle. Il devient une espèce de chef de famille et qui, dans ses rapports avec les autres pouvoirs, les infantilise. C'est-à-dire que la justice, finalement, devient comme un enfant devant le chef de l'État qui est un père. Et ça, c'est un danger pour la démocratie. Et c'est en dehors de ça, la cohabitation des différents pouvoirs judiciaires, législatifs et même de l'exécutif, est-ce que ça a attiré votre attention? Quelle est la problématique que vous avez soulevée en rédigeant un tel ouvrage? Les rapports de pouvoir, c'est ce que j'ai dit, à partir du moment où nous sommes dans un régime où le chef de l'État a une puissance telle que finalement dans ses rapports, mais vous savez, on peut, bon, c'est vrai qu'il y a des éléments qui s'expliquent aussi par on va dire le charisme du président de la République, mais au-delà, on peut changer M. Sassou aujourd'hui, mettre M. Ibara à la place. Nous serons dans les mêmes difficultés. C'est-à-dire que nous avons des rapports de pouvoir qui se font quasi exclusivement à l'avantage de l'exécutif. Alors, ça s'explique par le fait, je prends l'exemple très simple, quand vous regardez par exemple le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé régir le pouvoir judiciaire au Congo. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République et vice-présidé par le ministre de la Justice. Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut être convoqué que par le président de la République. Ce qui explique que depuis 2002, le Conseil supérieur de la magistrature, puisque le président de la République avait d'autres occupations, n'a jamais été convoqué. Vous voyez bien que là, la justice, forcément... Il a pu se réunir 2 fois déjà. Oui. Mais vous voyez bien qu'en 11 ans, vous savez comme moi qu'il y a eu beaucoup de magistrats au Congo. On a des choses à dire sur nos magistrats. Et 2 fois seulement, ça paraît court. Les 2 dernières années, bien sûr, quand je parle de 2 fois. Des 2 dernières années. Donc il y en a eu il y a eu peut-être des séances de temps en temps. Non, les réunions officielles, la première ne date pas de longtemps. Je crois que c'était en 2009, depuis 2002. C'est assez court pour une justice qui n'appelle qu'à se construire. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, je pense que la manière dont les pouvoirs ont été organisés dans la Constitution de 2002 ne permet pas l'efficacité du chef de l'État, in fine. Il a trop de compétences. Le fait de la concentration des pouvoirs... Le fait de concentrer les pouvoirs... Ça ne permet pas au chef de l'État d'ordonner les choses. Ça ne permet pas au chef de l'État, justement, ça ne permet pas au chef de l'État de trancher avec la plus grande efficacité, puisqu'il y a trop de pouvoir. Ce qui explique d'ailleurs que le chef de l'État ait été obligé en 2005 de nommer un coordonnateur de l'action gouvernementale. Ça peut s'expliquer dans les faits. Parce que ce poste n'existe pas, comme vous le savez. Pourquoi le chef de l'État a jugé important, utile, de nommer un coordonnateur en 2005? Puis d'en nommer 4, il n'y a pas longtemps. Et bien parce que finalement, on se rend bien compte que dans la pratique du régime, il y a certaines difficultés qui se justifient par la concentration du pouvoir autour du président de la République. Maintenant, en écrivant sur cette constitution, quelle est la problématique que vous soulevez? Est-ce que c'est parce que vous avez un idéal, vous avez un souci, que vous vous êtes investi à écrire sur notre loi fondamentale? Alors, déjà, ça a été écrit en 2012. Donc l'idée, c'était qu'en 2010, l'idée, c'était de faire en sorte que le test congolais soit connu. Le test congolais souffre de ce que moi j'appelle un péché originel. C'est celui d'être issu d'une période trouble du pays. Ce qui explique parfois quelques jugements hâtifs sur ce test. Beaucoup considèrent que c'est un test qui doit être jeté à la poubelle, simplement parce que ce test a été rédigé à la sortie d'une guerre. Mais un test constitutionnel, aussi mauvais soit-il, dépend aussi de la pratique qu'on en fait. Oui. On en avait un en 92, j'ai pas le souvenir, j'étais jeune, c'est vrai, mais j'ai pas le souvenir que c'était un test formidable. On a vu ce que le pays a vécu sous le régime de la Constitution de 92. Il fut un temps où je regardais les dirigeants de l'opposition qui disaient « Mauvaise cette constitution, il faut la jeter ». Et puis, les gens de la majorité disaient « Ah, il ne faut surtout pas la toucher ». Et puis tout d'un coup, il y a un renversement de rôle. L'opposition ne veut plus entendre parler de modifier la constitution. Et c'est la majorité qui dit « Il faut modifier ». C'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, moi je veux dire à cette classe politique, la constitution n'est pas un jouet au service des intérêts partisans. La Constitution, c'est notre socle national. Oui. C'est la Constitution qui fait que le peuple se retrouve autour d'un idéal. Messieurs, mesdames, politiciens, ne jouez pas avec ce test. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Et vous, en parcourant cette Constitution, est-ce qu'il y a
des articles, des dispositions qui, d'après vous, peuvent être touchées pour essayer de remodeler notre idéal? Je pense à un article particulier, c'est polémique, hein, mais je pense qu'il faut supprimer l'élection du président au suffrage universel. Ah bon? Oui. Pour rendre le président illégitime? Non, pourquoi? Non, pourquoi illégitime? Laisser le peuple le désigner au suffrage Pourquoi universel. vous considérez que le chef du gouvernement en Angleterre, M. Tony Blair, enfin actuellement M. Comment il s'appelle? M. Brown est illégitime? Bon, je n'ai peut-être pas de la même légitimité que M. Hollande. Mais est-ce que ça règle pour autant les problèmes des Français? Vous avez remarqué comme moi que le chômage est à plus de 11%. C'est normal, comme dans tous les pays développés, ça pas le pays. Je considère que l'élection présidentielle au Congo ne nous apporte rien. Vous êtes sûr? Certain. L'élection présidentielle a une fonction très simple, M. Ibarra. L'élection présidentielle doit à la fois légitimer un homme aux yeux d'un peuple, mais ça suppose quelque chose d'essentiel. Ça suppose qu'il faut que le peuple ait tous les ressorts possibles pour choisir de façon rationnelle son chef. Vous savez très bien, à moins que ce n'est pas le cas au Congo. Le vote, on a aujourd'hui 3 élections présidentielles, ça veut dire qu'on n'est plus novice. On sait ce que c'est une élection présidentielle. En 92, c'était essentiellement un vote ethnique, vous le savez. Vous n'allez pas le nier parce que nous sommes à l'antenne. C'était essentiellement un vote ethnique. On votait parce que on s'appelait Nkaya, on votait Issouba systématiquement, et lorsqu'on s'appelait Ibarra comme vous, on votait de temps en temps le président de la République actuelle. Ou Kolela pour ceux qui étaient Bakongo et compagnie. Vous voyez bien que cette inculture nous conduit à des catastrophes. Première chose. Deuxième chose essentielle, pourquoi croyez-vous qu'on parle de la révision de la Constitution aujourd'hui? De l'opposition comme de la majorité? Eh bien parce que nous avons une échéance présidentielle qui arrive. Je peux vous dire, M. Ibarra, si le président de la République, parce que moi ça fait longtemps que j'écris pour demander la révision de la Constitution. Ah bon? Ça fait longtemps. J'ai écrit dans le show que j'ai écrit, ça fait longtemps. Que j'appelle moi à la révision. J'ai fait des émissions à Point Noir où j'appelle à la révision de la Constitution depuis 2009. Donc je ne suis pas un opportuniste, puisque je le dis depuis longtemps. Sur des éléments objectifs. Si le président de la République avait en 2009 demandé la révision de la Constitution, il y aurait eu une forme d'unanimité. Ah bon? Je suis certain. Puisque les autres considéraient qu'elle était mauvaise. Les opposants? Les opposants. Aujourd'hui, dès qu'on parle de révision constitutionnelle, on lit la révision constitutionnelle à l'avenir du président actuel. Mais le président de la République, c'est pas le faire. Même le fer finit par se rouiller. Il partira un jour. Pourquoi il faut lier ce test à l'homme Sassou ou à la carrière des opposants? Alors je considère que c'est l'élection présidentielle qui justifie cette espèce de cristallisation. Supprimons-la. Je propose que le chef de l'État soit élu par un collège électoral élargi qui serait composé des élus, députés, élus locaux. Ils représenteront ce qu'on appelle la légitimité politique, puis la légitimité historique, c'est-à-dire, par exemple, le roi Luango, le roi Téké, les chefferies traditionnelles. Ces gens, quand on reconnaît, quand je vois les gens se déplacer, les députés, tout le monde, quand ils vont au Kwilu ou dans le Nord, ils s'adressent toujours aux notables. Ces notables n'ont aucune existence fondamentale. Pourquoi on les appelle? Puisque personne ne les reconnaît dans la République. Alors, donnons-leur une importance. Ce chef d'État qui sera élu par ce collège disposera d'une légitimité à la fois historique et politique, et il ne serait le garant de l'unité nationale, essentiel de l'unité nationale. Il serait il assurera la représentation internationale. Puis un Premier ministre qui sera chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire, exercera le pouvoir exécutif. Et donc, avoir un président de la République figurant? Non, pas figurant. Vous avez l'impression que le président de la République au Portugal est figurant? Si nous revenons dans un régime où le Premier ministre est chef du gouvernement, oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que le président de la République sera affaibli dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses prérogatives? Non, il y aura un partage de rôle. Alors moi je sais aussi que les gens ont du mal à accepter cette idée parce qu'ils doivent se dire, est-ce que le président actuel peut devenir Premier ministre? Finalement, ça serait compliqué. Mais là encore, on lie les institutions à un homme. Il faut se dire que nous n'aurons pas toujours l'actuel président de la République. Il faut bien l'intégrer. Bien sûr. Je lui souhaite une très longue vie. Mais il finira bien un jour même par lui-même par dire je suis fatigué, ça fait longtemps que je m'occupe de l'État. Surtout qu'il a dit la question de la modification n'est même pas à l'ordre du jour. Ça veut peut-être dire qu'il n'y pense même pas. Vous voyez que moi je ne suis pas dans son esprit. Tout ce que moi je veux, c'est d'imaginer des solutions pour la suite. Le général de Gaulle, en 1965, a institué l'élection du président, du chef de l'État au suffrage universel. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que lui, il avait une légitimité historique.
C'était le libérateur de la France sous le joug allemand. Bien sûr. Il avait donc cette légitimité incontestable. Et il s'est dit, quand on a tenté à sa vie à Clamart, donc à Villers-Colombey, il s'est dit, après moi, le chef de l'État qui viendra n'aura pas ma force, ma légitimité historique. Il faut donc qu'il soit élu par le plus grand nombre de Français pour qu'il ait une force capable de continuer à assurer les intérêts de l'État. C'est pour ça qu'il a institué cette élection suffrage universel. Nous, aujourd'hui, le prochain chef qui viendra, il faut le dire, n'aura certainement pas la dimension de l'actuel président de la République, pour différentes raisons. Je pense que les gens de sa dimension aujourd'hui n'existent plus au Congo. Donc, il faut imaginer des solutions. La suite, comment on organise les pouvoirs publics. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui est un pouvoir aux ordres. Malheureusement, parfois même, ils pratiquent ce qu'on appelle l'autocensure. Vous, à la télé, vous faites pareil. Il vous arrive de pratiquer l'autocensure par peur, alors qu'il n'y a rien. Vous êtes sûr? Certain. Nous vous recevons comme nous voulons. Ici, il n'y a même pas d'autocensure. Surtout, sinon je serais sanctionné. Non, mais l'autocensure... Sinon, je serais sanctionné. Mais l'autocensure, ça ne veut pas dire qu'on va vous sanctionner, ça veut dire que vous vous censurez vous-même. Vous considérez juste que vous vous autocensurez, en fait. Si de telles pratiques avaient cours ici à la télévision, je ferais partie des premiers à être sanctionnés. Mais vous voyez bien que... Puisque je fais cet effort-là de recevoir les acteurs de tout bord. Monsieur Ibarra, sans la moindre censure. Monsieur Ibarra, la censure, la télé ne se limite pas à Télé Congo. Bon, nous parlons de la télévision nationale qui est au moins l'instrument de la patrie. Oui, bien sûr. Mais moi, je parle de la presse globalement. Ce que je veux dire, l'autocensure, c'est une certaine peur qu'on développe soi-même, qui n'est parfois pas justifiée. Alors, mais ça, c'est parce que nous avons comme un pouvoir étatique trop important. Un État a tout faire. L'État au Congo fait tout. Dans un cadre libéral, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne favorise pas l'émergence des autres pouvoirs. Aujourd'hui, il faut une multiplication des pouvoirs satellites. Pas des pouvoirs, par exemple, qui seraient phagocytés par le pouvoir, mais des pouvoirs indépendants. La presse en fait partie, par exemple. Mais la société civile, une vraie société civile. Pas celle qui serait instrumentalisée par un clan ou par un autre, mais une vraie, indépendante. Elle n'existe pas chez nous? Vous en doutez? Vous voulez dire que les Ewangi, c'est des aventuriers? Mais pourquoi vous citez M. Ewangi? Enfin, moi, je ne le connais pas personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que la classe politique au Congo, la société civile congolaise, elle est malheureusement rattachée à un bord ou à un autre. Malheureusement, souvent, lorsque vous regardez ceux qui veulent faire grève, si vous voyez bien, vous verrez qu'il y a derrière un leader d'opposition qui le manipule, ou vice-versa. Donc vous voyez bien, ce n'est pas de nature à favoriser l'émergence d'une vraie démocratie. Et tous ces éléments-là contribuent, moi je pense, à clarifier les choses dans une discussion générale sur la modification de la Constitution. Quand vous parlez de l'élection du président de la République au suffrage universel indirect, vous ne trouvez pas que c'est un recul dès lors que chaque Congolais se retrouve dans son chef suprême? Je pense que ça contribue à l'enracinement de la démocratie. Monsieur Barra, comme nous sommes entre nous, parlons-nous franchement. J'ai vécu 2 élections présidentielles au Congo. Celle de 92, j'étais trop jeune, je ne peux pas en parler. J'ai vécu celle de 2002, celle de 2009. Je n'ai pas vu d'engouement populaire. C'était peut-être le cas à Point-Noir, peut-être que c'était différent à Brazzaville. Mais à Point-Noir, il n'y en avait pas. Et lorsque je demandais aux gens, que pensez-vous de ce qu'a dit le président de la République? Le candidat sortant, on ne savait rien. Si, on savait quelque chose. La Nouvelle Espérance. Et que dit la Nouvelle Espérance? Rien. Personne ne sait que dit la Nouvelle Espérance. Que dit le chemin d'avenir? Qui sait? Qui sait? Combien de Congolais, si vous allez à Madingu, à Bétou, combien de Congolais savent ce que dit le chemin d'avenir ou le programme présidentiel de M. Nzo Mathias ou de M. Miyarasa? Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Mais choisir un chef de l'État, c'est choisir sur des éléments objectifs, rationnels. Celui-ci peut créer des emplois, celui-ci peut améliorer l'économie. C'est pas celui-ci est plus grand que l'autre ou celui-ci est plus proche de mon village. Avec des tels choix, on ne peut pas. Et donc l'élection présidentielle ne permet pas. J'ai tendance à penser que l'élection présidentielle divise les Congolais. Ah bon? Oui, j'en suis quasiment sûr. L'élection présidentielle nous divise, alors qu'il devrait nous rassembler autour d'une... Ça doit être une fête de la démocratie. Ça ne l'est pas. Ce ne sont pas les partis politiques qui divisent les Congolais, mais Les partis politiques, oui, aussi, ils ont leur part de responsabilité, mais c'est eux qui organisent l'élection présidentielle, les partis politiques. Donc vous voyez bien qu'ils ont leur part de responsabilité. De toute façon, les partis d'aujourd'hui ont été créés sur des coquilles ethniques. C'est un fait. Ces partis sont... Vous voulez parler du PCT? Je parle de tous les partis qui ont été créés après 90. Le PCT, je le disais encore avant-hier à la télé à Point-Noir, est le seul parti au Congo
je suis plutôt opposant, hein, pour que les choses soient claires. Hein. Faut qu'on ne dise pas que je suis venu faire la promotion du PCT. Mais le PCT reste le parti au Congo qui a une assise nationale. Cela relève de l'histoire. Ça a été le parti unique. On trouve des fervents supporters du PCT dans tous les coins du pays, ce qui n'est pas le cas pour les autres partis. Mais même le PCT a tendance à s'ethniser. C'est comme ça, c'est une tendance, j'ai l'impression que c'est une tendance naturelle. Il faut casser ces partis-là. Bon. Il faut casser ces partis-là. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui au Congo, pour être chef de parti, il faut être le fils du président fondateur? Ah bon? MCDI, RDPS, il sera maître chef du parti, vous verrez, je prends le pari. Le parti de Milongo. Il doit en avoir. Hein, ça fait beaucoup déjà. On a l'impression qu'il y a une reproduction génétique du leadership, comme si les gènes avaient quelque chose à voir avec la politique. Ce sont des travers qu'il faut combattre. Comment voulez-vous que moi, fils de paysan, je me retrouve chef de parti, même avec mes ambitions, si je n'ai pas de père qui a été quelque part président fondateur? Il faut donc que moi je me débrouille à créer un parti, comme ça ma fille sera sûre d'hériter d'un parti politique. Comment voulez-vous que la démocratie congolaise fonctionne? Essayez pas. Alors, on va encore me reprocher de dire les choses comme je les pense, mais je pense que c'est en nous parlant. Lorsqu'on est une famille, on se parle. Lorsque nous sommes tous Congolais, il faut qu'on se parle. Si on ne se parle pas, eh ben, on se combat. Donc, il faut se parler. Et c'est en se parlant, pas en se parlant en disant que les choses qui font plaisir, en disant les choses qui fâchent. Et bien évidemment, c'est qu'en disant les choses qui fâchent que le pays avancera. Et au-delà de l'élection présidentielle, est-ce que les aspects liés au mandat du président de la République, c'est un débat qui a cours actuellement. D'aucuns pensent que 7 ans c'est trop. Il faut revenir à 5 ans. Et il y en a qui disent, ah non, 7 ans, c'est bon, puisque même les Français aujourd'hui regrettent le fait d'être revenus à 5 ans. Alors, pour ce qui est de la mandature présidentielle, j'ai tendance à penser que le mandat, tout dépend à la fois, non pas de la durée du mandat, mais des compétences du chef de l'État. Lorsqu'on a un mandat de 7 ans et on a les pouvoirs qu'a le président de la République, c'est trop. C'est indécent. C'est pas possible. Et ça ne se justifie pas dans la pratique. Pour quelle efficacité? On n'a pas besoin de 7 ans. Ah bon? Non. Écoutez, sinon les États-Unis ne seraient pas la première puissance du monde. Je suis le débat du côté des États-Unis pendant la période de la crise économique. Il y a des intellos américains qui pensent que si aujourd'hui la Chine a pu résister à la crise économique, c'est du fait de la stabilité. Or, l'alternance serait à l'origine de l'instabilité. Conséquence, aux États-Unis, les différentes politiques gouvernementales qui n'ont pas été cohérentes sont à l'origine de ce déséquilibre économique. Alors, et ils rêvent d'ailleurs d'avoir un seul mandat de 8 ans. Il y en a qui développent de telles hypothèses. Il faut un mandat de 8 ans, un seul pour le président. Ah, ça c'est pas mauvais. Un mandat unique de 8 ans ou même de 10 ans, c'est pas mauvais. C'est un mandat unique. Hein, ça veut dire que c'est 2 mandats de 5 ans. C'est ça que ça veut dire, un mandat de 10 ans. Bon, c'est un mandat unique, d'une part. Mais je conteste l'analyse des politologues américains sur la stabilité chinoise. La Chine est un pays gigogne. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a 2 situations. Vous avez la classe moyenne chinoise qui profite de l'éclosion de la puissance économique de la Chine. Mais lorsque vous allez dans la Chine profonde, c'est un pays bien pauvre. J'y suis allé quelques fois. C'est un pays bien pauvre. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent largement mieux que nos amis chinois. Il faut arrêter de se leurrer, d'une part. Et d'autre part, la Chine a une politique véritablement économique libérale, très libérale. Et puis derrière, une façade communiste. La Chine est encore un pays communiste. Posez la question d'Alagra, il vous dira non. Parce qu'un pays qui est membre de l'OMC, qui contribue à hauteur environ de 30% aux échanges commerciaux internationaux, ne peut pas se dire pays communiste. Vous voyez bien que là, on ne peut pas parler de lier la situation chinoise, qui est exceptionnelle, je pense, au reste du monde. Mais pour revenir à nous-mêmes, au Congo, à la situation congolaise, moi, je vous ai dit en tout temps que j'étais pour la suppression du mandat de l'élection présidentielle au suffrage universel. Ça aura quoi pour conséquence? À partir du moment où les pouvoirs du président seront redéfinis, ce chef de l'État pourra être élu de façon continuelle, puisque nous n'exerçons pas de véritable responsabilité politique, il pourra être élu autant de fois que la force physique et mentale lui permettra. Mais je suis partisan d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est une position pour moi de principe.
Et dans la situation actuelle, vous en tant que juriste, on va dire constitutionnaliste aussi, puisque vous avez écrit sur la Constitution, bon, le débat actuel se focalise surtout, il y en a qui disent il ne faut pas toucher à la Constitution avant 2016, ça c'est le langage de l'opposition. Oui, il y a des acteurs qui disent oui, nous sommes d'accord pour la modification de la Constitution, mais après 2016. Bon, du côté de la majorité, il y en a qui disent non, ce sont les opposants qui avaient dit cette constitution est mauvaise. Nous nous sommes rendus à l'évidence. Évidemment, c'est une constitution post-conflit. Finalement, il faut la toucher maintenant. Bon, vous, en tant que constitutionnaliste, quel peut être votre rapport? Alors, donc je l'ai dit, je l'ai écrit. Je suis constitutionnaliste, mais quand vous dites opposition, faites attention, parce que moi je suis opposant, mais je ne me retrouve pas dans cette logique-là, la logique que vous évoquez. Vous êtes aussi acteur politique? Bien sûr, j'étais ancien candidat à la députation à Pont-Noir. Donc je suis opposant, juriste, opposant, mais je ne me retrouve pas dans cette logique. C'est peut-être le constitutionnaliste qui donne des idées à l'opposant. Moi je considère qu'il n'y a pas de temps pour réviser une constitution. La vraie question, c'est pas quand réviser la Constitution, c'est ce qu'on doit réviser dans la Constitution. Voilà la bonne question. Et je pense que de ce point de vue-là, l'opposition se trompe en considérant qu'il ne faut pas réviser la Constitution. Pourquoi attendre 2016? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lie la Constitution à l'échéance électorale. Sinon, il dirait 2020 ou 2025. Pourquoi ils disent 2016? Il lie. Déjà, c'est mauvais. C'est mauvais dans la mesure où on lit comme si la Constitution s'arrêterait à partir de 2016, alors qu'elle est censée continuer à exister jusqu'à ce que d'autres après nous, peut-être, considéreront que cette Constitution est mauvaise. Moi, pour ma part, je considère que tout dans une Constitution peut se réviser à la limite de ce que prévoit la Constitution. Cette Constitution, article 185, est très claire. Les nombres du mandat présidentiel ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est la Constitution, c'est une limite matérielle. Et tout comme je ne serais pas d'accord que le Congo devienne un État chrétien ou musulman. À mon avis, vous ne serez pas d'accord. Bon, très bien. Donc, c'est les mêmes genres de limites que pose l'article 185 de la Constitution concernant, par exemple, le nombre de mandats du président. Mais je pense que c'est des faux problèmes. Je crois que c'est des faux problèmes, je vous ai dit. C'est pour ça que je demande la suppression de l'élection présidentielle. Parce que je considère que les vrais problèmes se trouvent au niveau des rapports entre le gouvernement et l'exécutif. Mais ça, les gens ne soulèvent même pas. Les gens n'en parlent pas. J'ai parlé la dernière fois sur votre plateau de la communautarisation. La communautarisation, c'est-à-dire le fait que le Congo a souscrit, participe désormais à la construction de la CEMAC. Personne n'en parle. Il y a un phénomène que nous vivons qui est grave, c'est le phénomène de la déconstitutionnalisation. C'est-à-dire nous posons des règles constitutionnelles et nous renvoyons l'application à des normes législatives. Par exemple, quand vous regardez, c'est le titre, je l'avais noté, sur déconstitutionnalisation, c'est le titre, par exemple, sur les collectivités locales. Vous voyez, là, nous sommes dans une situation incroyable. Le Premier ministre de l'Intérieur a pris une note, je ne sais plus quelle forme, si c'était une circulaire ou je ne sais plus, mais en tout cas une note qui mettait fin à la mandature locale, des collectivités locales, ce qui est normal. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime dérogatoire. Ce n'est plus le test qui s'applique. Mais pourquoi? Parce que les Congolais pensaient qu'il fallait se retrouver à Dolisie. Et donc, on va se retrouver à Dolisie, on discute. Et on fout en l'air la démocratie. Puisque désormais, ce ne sont plus les élus locaux qui gèrent, élus par le peuple qui gèrent, mais désormais, ce sont les administrateurs, les conseils administratifs qui vont gérer. Parce qu'il fallait se parler. Vous voyez? Ça, c'est la déconstitutionnalisation. On sort du cadre constitutionnel légal pour aller discuter et puis, finalement, foutre un bordel pas possible. Bon, très bien, puisqu'on considère qu'il faut fonctionner comme ça. Mais à partir de là, il faut que la Constitution pose des règles claires. Ça permet de se référer au test fondamental. Et non pas de dire il faut qu'une loi d'application soit adoptée. Un exemple encore simple. Il y a dans la Constitution, je crois que c'est dans le titre portant sur les devoirs, chaque citoyen a le devoir, qui occupe une fonction publique, a le devoir... Article 48. Article 48, très bien. A le devoir de déclarer son patrimoine. Bon, alors, il y a beaucoup de confusion sur cet article. J'avais même suivi un leader de l'opposition dire une fois qu'une élection présidentielle aurait été illégitime parce que le candidat qui avait gagné n'avait pas déclaré. Oubliant lui-même qu'il était député et que donc lui-même l'illégitimité s'appliquait à lui aussi. Mais en passant, par exemple, sur cet article-là, vous voyez, si la Constitution avait simplement dit que cette disposition était d'applicabilité directe, tout le monde aujourd'hui serait dans l'obligation de se conformer. On a référé à une loi. Et comme on a référé à une loi, puisque au Congo, les députés ne proposent jamais des lois, vous avez remarqué, toutes les lois sont d'origine gouvernementale, le gouvernement ne veut pas s'emmerder avec ça, et bien, ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Pourquoi ne réécrivons-nous pas l'article 48, pour ainsi dire,
poser l'applicabilité directe de cette disposition. Ça réglerait le problème, mais il faut bien comprendre que même le chef d'établissement de Filunga Moba est concerné. Hein? C'est pas que les ministres, hein? C'est pas que... Voilà, vous voyez qu'il y a des choses à faire. On va attendre 2016 ou 2022. Donc vous êtes prêt pour la réforme de la Constitution, même demain? Bien sûr. Mais pour ça, il faut avoir des idées. Il faut réfléchir sur la question. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Moi, je propose suppression de l'élection présidentielle dans le cadre de la révision constitutionnelle. Comme ça, personne ne se discute. Hein, on arrête tous ceux qui rêvent du palais du peuple. Au moins, ils comprendront que là, c'est compliqué. Il faudra peut-être aller à la primature. Bon, supprimer, première chose. Deuxième chose, on clarifie les rapports entre... Moi, je propose qu'on crée ce qu'on appelle la maison de la justice, c'est-à-dire un pouvoir judiciaire totalement indépendant du pouvoir exécutif. Parce que là encore, il y a une anomalie. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, ça existe dans les systèmes anglo-saxons. Ça existe dans les systèmes. Et ces maisons-là se ravitaillent comment pour le fonctionnement? C'est des maisons étatiques, donc ils sont dotés d'un budget de l'État. Il faut qu'ils aient une indépendance budgétaire. Ils fixent une ligne budgétaire qui est adoptée par le Parlement. Bien entendu. La seule différence avec aujourd'hui serait que ce pouvoir serait indépendant, c'est-à-dire que le chef de l'État ne serait pas garant du pouvoir judiciaire. Est-ce normal que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, soit le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Guy Carcassonne, qui est mort, père à son âme, avait écrit il y a quelque temps en disant que c'était comme si on mettait le loup dans la bergerie. Pour une raison très simple. C'est pas parce que le pouvoir exécutif est mauvais, mais parce que lorsqu'on est chef de l'État ou ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On pourchasse les étrangers, illégaux, par exemple. Vous comprenez? Et on part tous les moyens. Il faut rattraper, machin, ils n'ont pas de papier, bon, je sais de quoi je vous parle. Et le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils sont censés protéger les droits de l'homme. Donc ils sont à porte-à-feu. Vous voyez la logique? Donc s'il y a comme ça une collision, au final, ça sera la ligne sécuritaire qui l'emportera. C'est tout le problème. C'est le problème en France. Même en France, le problème existe. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions d'une justice véritablement indépendante. Et là encore, comment le faire si ce n'est pas par la révision constitutionnelle? C'est pas M. Manangou qui vient de hurler dans le plateau de M. Ibarra qui règle le problème. Il faut modifier la Constitution pour faire en sorte que la justice soit véritablement indépendante. Et votre ouvrage, pour les Congolais qui nous suivent en ce moment, où le trouvez et comment? Il a été commercialisé aux éditions universitaires européennes, donc il se trouve en ligne sur les sites Amazon, la FNAC. Et Amazon, la FNAC, vous allez en ligne, vous tapez Constitution congolaise du 20 juin, vous trouvez l'ouvrage. L'idée de cet ouvrage, qui n'est pas un très grand ouvrage, en réalité, qu'est-ce que c'est cet ouvrage? C'est les 20 premières pages qui concernent l'analyse de la Constitution et de l'histoire constitutionnelle congolaise. Et puis, le reste des pages, c'est au fond la Constitution congolaise elle-même et les textes auxquels elle réfère qui sont repris. L'idée, c'était de promouvoir ce texte en 2012. Et j'appelais déjà à la réforme de la Constitution. Parce que je considère que cette Constitution on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle, il faut ouvrir une nouvelle cycle. Lequel cycle? Constitution post-conflit dont le souci principal était la restauration de l'autorité de l'État, donc il passait par le renforcement constitutionnel des pouvoirs du chef de l'État. Et aujourd'hui, on doit ouvrir un nouveau cycle qui serait le cycle d'une véritable démocratie libérale. Et ça passe notamment par la réduction ou la diminution des pouvoirs du chef de l'État. Donc vous voulez nous dire que le pouvoir législatif n'a pas assez de pouvoir dans cette Constitution? Le pouvoir législatif est un pouvoir... alors quelqu'un de méchant avait écrit que le pouvoir législatif, il s'interrogeait le Parlement pourquoi faire. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, dans cette Constitution, était un figurant, tout simplement. Justin Koumba ne va pas vous pardonner. Mais M. Justin Koumba lit les mêmes tests que moi. Donc il s'est sans doute rendu compte qu'il était un figurant. Pas lui, M. Koumba, mais son institution. Son institution? Vous êtes sûr certain que notre Assemblée nationale ne joue pas sans? Je vais vous donner 3 exemples. Allez-y. Premier exemple, entre 2002 et 2012, combien de propositions de loi de la part de l'Assemblée nationale? Moins de 50. Très bien. On n'a pas dit moins de 20. Bon, je suis même sûr que ça fait encore moins, mais bon. Bon, première chose. Deuxième chose, prenez le cas des ordonnances, par exemple. Les ordonnances, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure qui permet au pouvoir exécutif, pour réaliser rapidement son programme, de demander l'habilitation des chambres parlementaires pour ainsi réaliser son programme. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif prendrait des normes qui normalement relèvent de la loi, mais qui deviendraient des normes réglementaires. Bien sûr. Très bien. C'est pas choquant, c'est la démocratie, ça existe en France, c'est l'article 38 de la Constitution française. Le problème chez nous, on a une spécificité, c'est que si le chef de l'État demande l'habilitation et que le Parlement lui refuse, le chef de l'État peut toujours prendre des ordonnances. Il peut faire un passage en force. Il peut faire un passage en force.
avec l'avis de la Cour constitutionnelle. Ça s'appelle la dictature. Alors, le président de la République n'a jamais fait. Mais c'est la dictature. Le jour qu'on aura un président de la République qui ne veut pas s'emmerder avec le Parlement, il le fera. Bon, deuxième exemple. Troisième exemple. Qu'est-ce qu'il leur reste, nos amis parlementaires? Eh bien, un contrôle informatif assez dévoyé. Pourquoi? Parce que même lorsque les parlementaires veulent adopter des propositions de loi, ces propositions de loi doivent être transmises au chef de l'État pour information. C'est-à-dire que si M. Ibarra, qui est un député brouillon, veut faire proposer une loi, eh bien, la proposition de loi devra passer par le pouvoir exécutif pour information. Pour information. Ah bon? Oui, bien sûr. Certains. Non, c'est le bureau de l'Assemblée. Je vous dis que la proposition de loi est transférée. Est-ce que je l'ai noté? Je vous dis que la proposition de loi est transférée pour information. Vous vérifierez. Non, ça c'est une nouveauté. Sinon, ah non, je vous fais la proposition au bureau de l'Assemblée. C'est le bureau, bien sûr. Ensuite, le bureau de l'Assemblée va transmettre la proposition. Vous voulez qu'on cherche à une commission. Vous voulez qu'on cherche la disposition? Vous prenez le pari? Parce que c'est vous qui avez un problème de temps. Moi, j'en ai le temps. Je pense que. Je vous dis que ça, c'est pas écrit dans la proposition. Si. On peut prendre le pari, c'est rapide, sur le rapport gouvernement-assemblée. Ça va durer 2 minutes, vous voulez bon, allez-y. Très bien. Je vous l'autorise. Très bien. Alors, juste un exemple. Les tests élaborés par les commissions, là c'est dans le cas des CMP, peuvent être soumis au président de la République pour approbation. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du chef de l'État. Je vais vous en prendre 50 exemples comme ça. Regardez, j'ai même souligné tous ces points qui marquent ce que j'appelais l'infantilisation du Parlement. Mais le danger, c'est quoi? C'est pas grave, à la limite, d'informer le chef de l'État de ce que veut faire un député. Le problème, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est-à-dire que vous avez une majorité parlementaire du PCT aujourd'hui, demain ça sera peut-être un autre parti, c'est pas ça le problème, qui est soumis au président de la République, ce qui est normal. Ça veut dire que si vous avez un député qui pense pour une raison ou pour une autre, qui veut proposer une loi, et que sa proposition de loi doit passer par le chef de l'État pour information, ce dernier peut prendre son téléphone ou demander à son directeur de cabinet d'appeler le député pour lui dire « Cher ami, est-ce que tu as réfléchi à la proposition de loi que tu veux proposer ?» Pourquoi? S'il y a séparation de pouvoir, pourquoi informer le chef de l'État? Pouvoir exécutif. Ce qui est étonnant quand même. Ce qui est étonnant. Mais si ça s'est avéré, je pense que ça va surprendre beaucoup de nos téléspectateurs. Mais je ne crois pas que ça soit légal. Mais c'est le cas, pourtant. Hors antenne, je vous verrai, peut-être que lorsque vous passerez la prochaine fois, vous direz « Ah oui, monsieur Manamo avait raison ». Je vais vous montrer toutes ces dispositions-là. Qui infantilisent le Parlement. Les parlementaires qui nous suivent, ils vont être déçus de vous. Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité. Ça, c'est pas la vérité. Si. C'est la vérité, je vous ai lu des passages sur le droit d'information du chef de l'État. Et donc, comment faire pour donner plus de pouvoir à notre il faut déjà rompre le cordon ombilical entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il faut faire que le pouvoir législatif soit un pouvoir véritablement autonome du pouvoir. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux mécanismes. Les gars ont leur budget autonome. C'est à peine qu'ils reçoivent des injonctions de l'exécutif. Parce que pour vous, l'autonomie budgétaire suffit? C'est la seule chose? Non. Généralement, les Congolais sont infantilisés quand ils ont des problèmes d'argent, de financement. Vous avez l'impression que depuis qu'on a augmenté les salaires des magistrats qui sont plus infantilisés? Monsieur Ibarra, soyons sérieux. Au niveau du Parlement, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez ce qu'on appelle la conférence des présidents. La conférence des présidents. Oui. Qui participe à la conférence des présidents? Les présidents de commissions parlementaires. Les présidents des commissions parlementaires. Les présidents du bureau. Tous ces gens sont d'où? Ils sont choisis comment? À la proportionnelle. Des groupes composant la majorité. Composant les membres. Si vous avez un groupe majoritaire, ultra majoritaire comme le PCT aujourd'hui, ça veut dire que la conférence des présidents devient quoi? Une réunion de la majorité. On peut l'organiser à la congolaise. Mais ça, c'est pas parce que c'est le PCT. Si demain c'est le parti de M. Madame, ce sera pareil, qui est majoritaire. Vous comprenez? Ce n'est pas, parce qu'on ne savait pas que ce soit le PCT qui soit majoritaire lorsqu'il a écrit ça. Vous comprenez? Tous ceux qui participent à la conférence du président, qui fixe l'ordre du jour, sont les membres de la majorité. On ne facilite pas l'expression des courants minoritaires. Et ça, c'est des choses que le règlement de l'intérieur de l'Assemblée doit revoir. Et je vous parle des éléments objectifs, là. Ça, j'ai pas inventé, M. Ibarra. Vous comprenez? À partir de là, on est surpris que le Parlement ne fasse pas son travail. Mais le travail se fait presque au bureau politique du Parti congolais du travail.
C'est normal. Non. Je vous dis la vérité. Ça serait... Mais regardez. C'est la provocation. Non, c'est la vérité. Mais l'UMP faisait pareil. Enfin, Monsieur Ibarra, ce que je vais vous expliquer, c'est que ce n'est pas le problème du PCT. C'est un problème institutionnel. Lorsque nous sommes dans cette configuration, les choses se passent ainsi. L'UMP faisait la même chose lorsqu'ils étaient ultra majoritaires. C'est pour ça qu'on a appelé à la réforme de 2008 en France. Parce que on se retrouvait dans un système tel que ce n'était plus le pouvoir qui dirigeait, mais c'était le parti. Je vous parle de l'UMP, donc ce n'est pas le PCT. Non. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tolérer ce système que les autres abandonnent? Il faut modifier les choses. Il faut faire en sorte qu'il y ait, non pas un régime finalement contrôlé par un parti, mais un régime qui soit véritablement un régime adapté aux réalités politiques et institutionnelles. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la provocation. Je vous dis que l'UMP, c'est à peu près pareil avec le PS aujourd'hui. À la seule différence, c'est qu'entre-temps, il y a eu la modification de la Constitution de 2008, qui a donné un peu plus de droits aux minorités politiques. Ce qui explique qu'aujourd'hui, le PS a beaucoup plus du mal au Sénat et à l'Assemblée nationale de faire ce que faisait l'UMP hier. Ce n'est pas un problème du PCT, M. Ibarra, c'est un problème institutionnel. M. Malangou, notre réalisateur nous signale qu'on est arrivé à la fin de nos 3 quarts d'heure. Peut-être un mot sur cet ouvrage. Les étudiants en droit qui nous suivent ce soir doivent certainement se poser beaucoup de questions par rapport aux questions que vous avez soulevées. Ouais. Un mot pour ce public que nous suivons en ce moment. Je veux dire aux étudiants, mais au-delà, aux Congolais, la Constitution, c'est un patrimoine commun. C'est notre bien à tous. Ouais. On peut le contester. On peut... moi-même, je conteste beaucoup des dispositions de la Constitution. Vous avez vu avec quelle passion j'en parle. Mais on doit la respecter. Parce que si nous ne respectons pas les normes qui sont censées nous régir tous ensemble, le pays ira très mal. Donc je vais dire aux étudiants, mais au-delà, aux Congolais, d'aimer la chose constitutionnelle. Simplement. Et que vous êtes prêts aussi pour la modification de cette Constitution? Oui, en commençant par la suppression de l'élection présidentielle. C'est votre rapport? Oui, mais il y a beaucoup d'autres. J'ai parlé des rapports entre le gouvernement et le Parlement. Mais je suis, oui, prêt, bien sûr, pour la modification de la Constitution, à condition que ça se fasse sur des bases qui fassent gagner le Congo, mais pas qui fassent gagner certains en politique, en mal de carrière ou en mal de responsabilité, ou ceux qui veulent à tout prix rester au pouvoir. Il faut que ça se fasse dans l'intérêt de la nation, pour le Congo. Merci Vivien Romain Malangou. Je rappelle aux téléspectateurs que ce soir, nous avons reçu M. Vivien Romain Malangou. Il est universitaire, enseignant à La Rochelle, en France. Il a écrit sur la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, « De l'anarchie à la démocratie inachevée ». Il vous l'a dit, le livre, vous pouvez l'avoir facilement en ligne. Merci de nous avoir suivis. L'Odyssée de la démocratie. Nous vous retrouvons le mercredi prochain à la même heure avec des invités spéciaux pour vous parler des questions brûlantes qui nous intéressent. Merci beaucoup. Merci, monsieur.